Voilà, bienvenue sur le Métatour, étape en Vendée, on n'est pas très loin de La Roche-sur-Yon, on est avec Richard Lueil. Bonjour Richard. Bonjour Patrick. Alors Richard, toi tu es un historien amateur qui a beaucoup travaillé sur la région et sur l'histoire de la région. Et on peut dire ça comme ça, on va dire que tu as quand même... Oui, ça a commencé en gros vers la fin de l'adolescence. J'ai commencé à lire quelques livres sur les guerres de Vendée. J'ai lu évidemment le génocide franco-français de Reynald Sécher. J'ai lu ensuite quelques mémorialistes comme la marquise de la Roche-Jacquelin, etc. Comme beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément vendéennes ont pu lire. Et puis cette histoire-là m'a fortement touché au cœur, et puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose par moi-même. Donc j'ai aucune formation d'historien du tout à l'origine. Je me suis rendu compte qu'en fait les documents originaux sont relativement accessibles, qu'il n'y a pas besoin d'une formation spécifique pour les étudier. Il y a une petite habitude de l'écriture, de l'ancien français, etc., mais qu'on acquiert assez rapidement. Et puis j'ai découvert l'horreur, j'ai découvert les femmes massacrées, les enfants découpés en morceaux. J'ai découvert que ce peuple d'où je tire mes origines avait été considéré comme une race abominable. Dixit Barère, etc., et tous les révolutionnaires de l'époque, que ces gens qui avaient osé s'opposer au système révolutionnaire, et avec tous ces excès et puis ces guerres déclarées contre les autres nations, etc., ce peuple avait été complètement déconsidéré, que mes ancêtres étaient passés pour des traîtres à la nation. On ne sait pas trop bien de quelle nation d'ailleurs, qu'est-ce que les révolutionnaires voulaient voir par là. Alors déjà, il faut resituer, chronologiquement, ce massacre, il se situe donc à partir de 1793, c'est ça? Le massacre, il commence à partir du décret de la Convention d'août 1793, où la Vendée s'est insurgée contre le système et contre ses excès, et on décide de tout incendier, et puis de purifier, entre guillemets, le pays. Il n'est pas tolérable que cette région qu'on appelle la Vendée, alors en référence au département où la première grande bataille a eu lieu, mais qui concerne bien entendu non pas le seul département de Vendée, mais aussi les départements de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et du nord des Deux-Sèvres, on décide officiellement de déporter les femmes, les enfants et les vieillards, et de massacrer tout le reste. En fait, ce qui se passera, c'est tout autre chose. Ce qui se passera dans les faits, c'est qu'on massacre tout le monde. La guerre de Vendée officiellement se termine le 23 décembre à Savenay, lors de la dernière défaite de la bataille officielle après la virée de Galerne, quand les Vendéens essayent de refranchir la Loire. Et on décide, à partir de janvier 1794, qu'on va massacrer tout le monde. Donc là, il n'est plus question du tout de déportation de vieillards ou quoi que ce soit. Il est décrété que la race, l'ethnie, si on peut dire, le mot n'existe pas encore à l'époque, de tous ceux qui ont participé à ce soulèvement, doivent être massacrés, leurs maisons brûlées, leurs biens saisis au profit de la République, bien entendu, puisque la République, bien entendu, ce qui l'intéresse aussi, c'est non seulement le pouvoir, mais aussi de posséder, bien entendu, les biens des vaincus. Et puis on va massacrer, on va commettre des horreurs innommables. Et par la suite, on passera tout cela, bien entendu, ces horreurs, on les passera sur le compte des Vendéens. Bien entendu, c'était les Vendéens qui étaient d'horribles massacreurs. Et bien entendu, pas les soldats de la République qui se sont livrés à ces atrocités. Alors pour revenir, justement, voilà, en 1793, chronologiquement, ça commence. Qu'est-ce qui déclenche, on va dire, dans cette région, et puis comme tu l'as dit, dans d'autres départements limitrophes, qu'est-ce qui met le feu aux poudres? Parce qu'au départ, donc, la Révolution, on sait qu'elle a commencé déjà 5 ans auparavant. Donc les Vendéens, comme tous les autres Français, on va dire, sont soumis à ces nouvelles lois républicaines. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment, justement, ces Vendéens disent « stop, ça suffit ». Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà,
la première des choses, on déporte les prêtres catholiques. Les Vendéens sont très attachés à leur religion. Ils sont attachés à leur religion et ils sont attachés à leur prêtre parce que le prêtre, il est non seulement le guide spirituel, il est aussi l'assistante sociale du village. Il est celui qui aide en tout point les familles, quelles que soient leurs conditions de vie, etc. On coupe la tête du roi, bien entendu, mais bon, les nouvelles n'arrivent pas si rapidement que ça en Vendée, et puis bon, ouais, on a coupé la tête du roi, ça choque. Ça fait, on va dire, une marche de plus à franchir. Il y a la fiscalité qui augmente considérablement, du coup des guerres, du coup du changement de régime. Et puis, ce qui met au feu aux poudres, c'est la levée des 300 000 hommes. C'est-à-dire que la République, qui raconte dans ses manuels scolaires que, en gros, l'Europe aurait déclaré la guerre à la France. Ça, c'est ce qu'on apprend, le manifeste de Brunswick. Bien sûr, mais sauf que c'est la République qui déclare la guerre au reste de l'Europe. La République déclare la guerre au reste de l'Europe et décide de lever 300 000 hommes pour aller se battre aux frontières. Alors, dans beaucoup de régions françaises, ça se passe très mal. Il y a des soulèvements en Bretagne, notamment dans le Finistère. Il y a des soulèvements un petit peu partout. Il y en a dans la vallée du Rhône, il y en a un petit peu partout contre cette levée des 300 000 hommes. Eh bien, pour une raison simple, c'est qu'on va enlever des paysans de chez eux, on va les faire partir aux frontières. Pendant ce temps-là, les nantis du système, les fonctionnaires, eux, en sont dispensés. C'est-à-dire tous ceux qui ont les postes révolutionnaires, eux, bien entendu, ne partent pas. D'accord, ils ne sont pas concernés. Oui, ah mais non, mais ils ne partent pas. Ben, ça serait, pourquoi voudrais-tu, Patrick, qu'ils s'en aillent, hein? Ils ont tous les privilèges. Ils ont les nouveaux privilèges. Ce sont les nouveaux rois du système. Donc on fait partir. Qu'est-ce qu'on fait partir? On fait partir les pauvres aux frontières. Et particulièrement les paysans, j'imagine. Oui, et puis alors en Vendée, on a supprimé les prêtres. On a augmenté les impôts et maintenant on veut les faire partir à la guerre. Donc dans un petit peu toutes les communes, il y a des opérations de recrutement qui se passent et puis ça se passe très mal. Les gendarmes se font caillasser, on dit les Vendéens, enfin les paysans vendéens, ce qui ne s'appelle pas encore la Vendée, ça sera, on peut encore appeler paysans Poitevin, vont dire, bah, écoutez, aux habits bleus de partir, aux fonctionnaires de partir. Et ça se passe très mal, les gendarmes tirent, et les paysans prennent ce qu'ils ont sous la main, des fourches, des faux, etc., et ils attaquent les gendarmes. Et bien souvent, au cri, un cri symbolique de « pas de roi, pas de loi ». Ah, tiens, c'est intéressant voilà. comme phrase, ça. Ouais. Et sous-entendu, bon, le roi, c'était peut-être pas formidable, mais à choisir entre votre système et puis ce qu'on avait avant, ben encore, vaut mieux encore le vieux système. Les paysans vendés, ils n'étaient pas plus royalistes qu'ailleurs. Les réformes de 1789, c'était plutôt bien vu. Sauf qu'ils ont vite compris qu'ils se faisaient berner. On a vendu les biens de l'Église, on a vendu les biens des nobles, etc. Mais pas au profit des pauvres, au profit des nantis bourgeois. Ceux qui rachetaient qui étaient dans le système. D'accord. Parce que c'est ça, souvent, voilà, ça c'est un passage qu'on ignore un peu sur cet aspect révolutionnaire, c'est-à-dire que les biens fonciers de l'Église ont été mis en vente, mais ce sont les nobles qui ont pu les racheter, parce qu'il fallait avoir de l'argent pour le racheter. Mais dans les révolutionnaires, on trouve énormément de nobles. On trouve des deux Robespierre, des deux Barrère, des deux Cambacérès, n'est-ce pas, hein, il ne me semble pas que ce soit que ces gens-là étaient des gens particulièrement miséreux, des avocats, n'est-ce pas, c'est des notables de toutes sortes, c'est pas des gens qui sont dans la misère. Et puis les acheteurs de biens nationaux dans les campagnes, qui rachètent les biens nationaux, qui rachètent le château du noble émigré, qui rachète l'église, qui rachète le presbytère, c'est pas le petit paysan. Qui c'est qui rachète ça? Ce sont des gens qui sont largement nantis et qui sont déjà dans le système, qui sont dans le nouveau système républicain. Et puis en gros, il y a aussi un autre cas de figure, il y a aussi une autre explication. On a des bourgeois des villes qui s'opposent aux paysans des campagnes, qui les traitent de pecnos, etc.
Et voilà, donc la ville, c'est très bien, c'est des gens très évolués, et puis les paysans des campagnes, c'est des ignorants, voilà, bon, les choses sont toujours un petit peu comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, un paysan du Cantal, par rapport à un bobo parisien, on sait très bien lequel on va écouter, hein. Bon, voilà, lequel qui aura le plus de crédibilité. Mais à cette époque-là, c'est très très exacerbé. C'est très exacerbé, et puis dans les deux camps, et puis bizarrement, les villes sont à majorité républicaine et ont des postes, les gens des villes ont des postes dans le système, et puis les paysans, mais finalement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, la révolution ne leur apporte absolument rien, sauf des emmerdes, mais passerait l'expression, hein, sauf des emmerdes, les emmerdes d'aller se battre aux frontières pour des gens qu'ils n'aiment pas, qui eux, bien entendu, ne sont pas concernés. Donc le soulèvement, il s'explique, et les soulèvements, il y en a eu un petit peu partout en France. Il n'y en a pas eu qu'en Vendée, il y en a eu en Normandie, il y en a eu dans ce qui est actuellement le Nord-Pas-de-Calais, il y en a eu dans le Jura, il y en a eu au Pays Basque, il y en a eu dans le Midi de la France, il y en a eu dans la vallée du Rhône, il y en a eu dans le Sancerrois. Et bien entendu, ils sont tous fait écraser. Parce que mal organisés, parce que aussi, peut-être que les gens ont eu plus peur. Là, ce qui a fait que les Vendéens ont tenu aussi longtemps, c'est d'abord qu'ils ont su s'organiser, et puis aussi que, contrairement à d'autres régions, je ne veux pas me montrer chauvin par rapport à ma région, parce que moi je suis Vendéen, bon voilà, je suis meilleur qu'un autre, mais les gens craignaient moins pour l'aspect matériel, c'est-à-dire qu'un Vendéen, on lui brûle sa maison, ça ne l'empêche pas de continuer à se battre. Peut-être que dans d'autres régions, c'est moins évident. Peut-être que dans d'autres régions, c'est moins évident, peut-être que les gens sont plus attachés, peut-être aussi que c'était peut-être un petit peu plus riche, donc on craignait un petit peu plus qu'on s'attaque à sa maison, même à sa famille. Le Vendéen, on s'attaque à sa famille, ça ne l'empêche pas, ça ne le fera pas changer d'opinion. Donc c'est pour ça que, on va dire que, alors à l'époque, c'est qui est au pouvoir réellement à Paris? C'est qui dirige la France à cette époque? Alors qui c'est qui dirige la France? C'est très particulier parce que on a un conglomérat de gens qui prennent des décisions qui sont bonnes le matin et mauvaises le soir. On se tire un peu dans les jambes les uns les autres. Bon, tout ça, c'est toujours orchestré un petit peu par les loges maçonniques qui, sous couvert d'humanisme, essayent voudraient apporter un progrès social, etc. Mais même dans les loges eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Et puis, on l'a vu avec le déroulement de la Révolution. Vous êtes un grand orateur le soir, mais le lendemain matin, vous pouvez être guillotiné. Donc, il n'y a rien qui se tient. On ne peut pas dire qui dirige la France. Est-ce que c'est Robespierre qui dirige la France au moment de la Terreur? Oui, on l'écoute. Mais des gens comme Lazare Carnot, par exemple, que tout le monde prend pour un héros, même y compris chez des gens qui ne sont pas forcément pro-révolutionnaires aujourd'hui, on veut « Oh, Lazare Carnot, on ne touche pas à Carnot ». Carnot annoncera quand même dans une lettre, en juillet 1794, il n'hésite pas à dire « Je sais », alors bon, je n'ai pas les termes exacts parce que je n'ai pas la lettre sous les yeux, mais il dit « Oh, je sais qu'il faudrait épargner les vieillards, les femmes et les enfants. Mais on ne peut pas se le permettre. Ce serait quelque part trahir la liberté. Ce serait... De toute façon, non. Il faut tout incendier, il faut tuer tout le monde. Il n'y a que comme ça que la République pourra s'en sortir, pourra progresser, etc. » Et donc ils envoient ce qu'on appelle... Alors ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand même de très loin, c'est les fameuses colonnes infernales. Donc c'est quoi ces colonnes infernales? Elles sont formées de qui? Qui les commande? Comment ça s'organise? Les colonnes infernales, elles sont, comme tout le monde le sait, elles sont dirigées par Louis-Marie Turreau de Garembouville, n'est-ce pas? Et Louis-Marie Turreau propose à la Convention de tout exterminer, de massacrer tout le monde, quelle que soit son opinion d'ailleurs, républicain ou royaliste, peu importe, il faut vider le territoire de la Vendée militaire de ses habitants. Voilà. C'est ça que ça, on vide tout le monde. On ne cherche même pas à comprendre qui est pour, qui est contre. Voilà, parce que tout a été essayé. On a essayé de se battre, etc. Bon, les armées républicaines, elles n'arrivent pas à écraser le soulèvement en Vendée. Elles n'y arrivent pas. D'abord parce qu'elles sont mal organisées, d'abord parce qu'il y a des dissensions intestines entre eux, et puis parce que
une armée contre un peuple entier qui se soulève, ça ne donne rien. Par définition, donc il faut massacrer tout le monde. Il faut massacrer tout le monde. Et on propose même, alors on propose de repeupler, quand on aura massacré tout le monde, on va faire venir des gens de d'autres territoires de la France qui sont plus favorables au régime pour repeupler, etc. Oh, c'est pas nouveau les phénomènes de génocide, hein. On a ça dans tous les coins du monde, hein. On a eu ça en Afrique, au Rwanda, on a eu ça encore récemment. Puis bon, il y a les deux grands systèmes que tout le monde connaît, hein, communisme et nazisme. Voilà, bon, il n'y a plus rien à prouver. Le système des colonnes infernales, il est proposé par Louis Maruturo de Garambouville à la Convention, qui dans un premier temps ne répond pas, s'abstient de répondre et d'acquiescer à son système. Et puis, il insiste. Il demande, mais est-ce que mon système, il vous convient? Parce que là, je suis prêt à lancer mes colonnes, etc. Et puis là, mystérieusement, mais alors là, par contre, j'empiète pas sur le territoire des historiens, des grands historiens nationaux. Bon, il faudrait lire, par exemple, le dernier livre de Reynald Secher. On lui répond, entre autres par Lazare Carnot, « Tes intentions nous paraissent bonnes. En gros, voilà, tu peux y aller. » Voilà, on ne dit pas, on ne donne pas un mot officiel sur ce qu'il doit faire, etc. Tes intentions nous paraissent bonnes. Voilà, donc Turreau à carte blanche, et il lance ses 12 colonnes qui doivent complètement... Alors, ils doivent brûler les forêts, alors chose complètement débile d'ailleurs, puisqu'on lance les colonnes le 21 janvier 1794, bizarrement le jour de l'anniversaire de la mort du roi. On lance les colonnes en plein mois de janvier, donc pour faire brûler des forêts en plein mois de janvier. Surtout, Patrick, si tu reviens un petit peu cet hiver en Vendée, tu verras comment ça se passe au mois de janvier. Tu essaieras de faire brûler une forêt, tu verras, tu essayeras et puis tu me diras si c'est facile. Et on doit brûler les forêts, on doit arracher les haies. Alors c'est quand même fort, hein, arracher toutes les haies du bocage, il faut s'y mettre. Hein. Et puis on doit bien entendu brûler les maisons et exterminer les habitants. Et alors ça donne évidemment des scènes effroyables. Si tu le permets, j'ai 2-3 notes. Citons-le. Alors je vais lire ça, je vais essayer de vous lire quelques notes. Et alors des notes qu'on ne trouve pas forcément dans tous les bouquins, parce que c'est dans les grands bouquins de vulgarisation. Alors, si vous me permettez, parce que moi je suis toujours très mal organisé quand je suis interviewé. Alors cette fois-ci, j'ai de la chance, il n'y a pas de vent qui vont faire voler mes papiers chez le voisin. Et vous allez voir quelques exemples de choses qui se sont passées comme ça. Parce qu'on n'est pas très informé justement des faits. Voilà, là on va rentrer dans les faits vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces faits, on peut les retrouver dans les registres paroissiaux parce que certains prêtres réfractaires au système, ceux qui n'ont pas prêté le serment et qui ont eu la chance de pouvoir se cacher, de ne pas être déportés ou noyés, etc., ont dressé des registres de ce qui s'est passé, de qui est mort, etc. Et on a pu comme ça avoir des listes interminables de personnes. Bon, le plus connu, évidemment, c'est les Luc-sur-Boulogne, hein, 564 morts, dont 109 enfants de moins de 7 ans. Et on a aujourd'hui des noms qui nous sont parvenus d'enfants de 3 mois, de 6 mois, qui sont morts dans des conditions atroces. Et puis, on a des récits contemporains. Alors, en récits contemporains, je vais vous lire ici, par exemple, les mémoires de Louis Monnier, un Vendéen, chef de la division de Montfaucon, qui nous raconte ce qu'est le village de Gété après le passage de la colonne infernale de Cordeliers, donc en février 1794. Je laisse la parole à Monnier qui nous dit « Il fallait passer le bourg de Gété qui était en feu, il faisait noir, nous nous arrêtâmes un instant à l'entrée du bourg pour voir s'il n'était point resté de bleus. Les bleus, c'est les républicains. Comment passer? Les maisons en feu tombaient dans les rues. Heureusement que nos chevaux n'étaient pas peureux. Nous passions sur ces chevrons qui brûlaient.
nous voyions dans les portes des femmes égorgées que le feu brûlait, des enfants massacrés que l'on avait jetés dans les rues. Tel fut le spectacle que nous eûmes en traversant le bourg à 10 heures du soir. Ce qui m'effraya le plus fut une maison qui était tout en feu. Nous aperçûmes dans des chambres du bas une quantité de victimes qui brûlaient et dont l'odeur qui sortait par les croisées nous infectait. À peine étions-nous passés de 15 pas que la maison s'écroula, la charpente tomba dans la rue, ce qui fut un feu épouvantable. Donc on va continuer avec, si vous voulez, Monnier un petit peu plus loin ce qu'il raconte dans ses mémoires, parce que on ne va pas parler de tout, parce que Monnier il fait aussi des états de choses militaires, etc. Bien entendu, c'est un combattant. Donc. Et puis, on va aller un petit peu plus loin, et Monnier nous raconte, à propos du village de la Jumelière, qui se trouve aujourd'hui dans le département du Maine-et-Loire, il nous dit, à un quart de lieue de la Jumelière, j'aperçois dans un coin de chemin un monceau de victimes, amoncelé comme une corde de bois, entre un chêne et un grand piquet. Il y en avait à la hauteur d'un homme et plus de 15 de long, tête à pied. Ce spectacle m'effraya, mais c'était comme rien. À 50 pas plus loin, j'aperçois un homme, dans le coin d'un champ de genêt, qui baissait la tête et la relevait. Je crus que c'était l'ennemi qui était dans le champ de genêt. Je fais filer mes 2 cavaliers derrière moi au bout du champ pour bien regarder s'ils ne voyaient rien. Ce malheureux m'aperçut et se sauva. Je lui criai « Arrête ou tu es mort !» Il vint à moi et je lui dis « Que fais-tu là ?» Il avait une pelle sur l'épaule. Il me dit « Ah, j'ai eu grand peur !» Il se mit à pleurer. « Voyez, me dit-il, dans le milieu du chemin, ma femme égorgée, mes 5 enfants avec, et je suis à faire une fosse pour les mettre. Je fis 10 pas. J'aperçus une femme étendue dans la boue, un enfant sur le bras gauche, un sur le bras droit, un autre sur la jambe gauche, un autre sur la droite, et le 5e au sein de sa mère. Belle mise en scène, n'est-ce pas, hein? Tous avaient la tête ouverte, le cerveau ôté et mis dans la poche du tablier de la mère. Jamais on ne pourra croire une barbarie pareille. Ça, c'est ce que faisaient les colonnes infernales. Voilà. Alors maintenant, un autre mémorialiste, Boutier de Saint-André, qui a 12 ans à l'époque et qui ne prend pas part, disons que sa famille essaye de fuir. Ils ne prennent pas part vraiment du côté royaliste ou du côté républicain. Eux, ils fuient, c'est tout. Ils essayent de sauver leur peau. Et il fuit la ville de Mortagne où il habite avec ses parents. Enfin, sa mère est déjà partie. Il fuit en direction des Herbiers avec son père. Et voilà ce qu'il décrit en arrivant aux Herbiers. En arrivant aux Herbiers, nous trouvâmes tout le bourg dévoré par les flammes. Les républicains y avaient passé le jour d'avant et y avaient mis tout à feu et à sang. Les maisons brûlaient encore. Les charpentes, les couvertures s'écroulaient de toutes parts avec un fracas épouvantable. Des tourbillons d'étincelles et de fumée s'élevaient des ruines comme des trombes de poussière. Des cadavres gisaient dans les rues. Nous ne vîmes dans ces lieux désolés que quelques chats qui n'avaient pas encore abandonné leur maison détruite. Alors maintenant, on va passer dans les documents républicains. Et là, ce sont les dénonciations bien souvent de maires ou de conseillers municipaux républicains qui commencent à comprendre qu'eux-mêmes ne sont pas à l'abri, qu'on va aussi les massacrer pour le seul fait d'habiter en Vendée. Parce qu'on n'est plus dans une logique de guerre civile où on va tuer des gens pour ce qu'ils font, mais on tue des gens pour ce qu'ils sont. Et c'est là où est le problème, toute la problématique d'un génocide. Parce qu'on n'est plus dans une logique de répression d'une guerre civile ou de quelqu'un qui a une opinion différente de la sienne. On va tuer quelqu'un pour ce qu'il est. Comme si on avait décidé, par exemple, de tuer tous les gens qui ont les cheveux roux. Là, on décide de tuer tous les gens qui habitent sur le territoire insurgé. Y compris, on ne sait même pas. Y compris ceux, quelle que soit leur opinion. Quelle que soit leur opinion. C'est là toute la grande folie du régime terroriste. Je cite, a comparu la citoyenne Marianne Rustan de la commune du Petit-Bourg des Herbiers, qui a déclaré que lorsque les volontaires de la division de Grignon sont arrivés chez elle, elle fut au-devant d'eux pour leur faire voir un certificat, c'est un certificat de civisme, il faut comprendre, du général Barre et leur offrit à se rafraîchir, mais que ceux-ci, plus furieux que des tigres, lui avaient répondu qu'ils en voulaient à sa bourse et à sa vie. C'est pas d'aujourd'hui que la République en veut à votre bourse, mais là au moins c'est écrit. Lui ôtèrent environ 42 livres, seul argent qu'elle avait. Non content de cela, ils l'obligèrent en la menaçant à rentrer chez elle pour leur montrer l'endroit où elle pourrait en avoir caché. Dès qu'elle fut entrée, 4
4 d'entre eux la prirent et la tinrent, tandis qu'au moins 20 de leurs camarades assouvirent leur brutale passion pour elle et la laissèrent presque nue. Après quoi ils furent mettre le feu dans les granges, ce que voyant la déclarante, elle ramassa toutes ses forces pour aller faire échapper ses bestiaux. Ce que 3 d'eux voyant, ils coururent après elle pour la faire brûler avec ses bœufs, et étant parvenue à s'en échapper, elle se rendit auprès de sa mère âgée d'environ 70 ans, lui trouvant un bras et la tête coupés, après lui avoir pris environ 900 livres, seul produit de ses gages et de leur travail. Enfin, elle fut obligée de l'enterrer elle-même, après quoi elle se couvrit des hardes. Alors, en vendéen, les hardes, ce sont les vêtements qu'on avait laissé chez sa mère et parvint enfin à se rendre chez le citoyen Graffard des Herbiers, où elle fut en sûreté et a déclaré ne savoir signer. On passe maintenant au département de Loire-Atlantique, avec les registres clandestins de l'abbé Robin, prêtre caché à la chapelle Basse-Mère en Loire-Atlantique. Ce registre de l'abbé Robin a été exploré notamment par l'historien Reynald Sécher. Alors, en voici quelques extraits, où l'abbé Robin, qui est caché, raconte « Là, c'étaient de pauvres jeunes filles toutes nues suspendues à des branches d'arbres, les mains attachées derrière le dos après avoir été violées. Heureux quand en absence des bleus, quelques passants charitables venaient les délivrer de son honteux supplice. Ici, par un raffinement de barbarie peut-être sans exemple, des femmes enceintes étaient étendues et écrasées sous des pressoirs. Une pauvre femme qui se trouvait dans ce cas fut ouverte vivante au Bois-Chapelet, près le Maillon. Le Maillon, c'est un petit hameau de Loire-Atlantique qui se situe non loin du Loroux-Bottereau. Le nommé Jean Lenné de la Croix-de-Beauchêne fut brûlé vif dans son lit où il était retenu pour cause de maladie. La femme Samson du Pré-Bardou eut le même sort après avoir été, à moitié massacrée. Des membres sanglants et des enfants à la mamelle étaient portés en triomphe au bout des baïonnettes. Une jeune fille de la chapelle fut prise par des bourreaux. Après l'avoir violée, ils la suspendirent à un chêne, les pieds en haut. Chaque jambe était attachée séparément à une branche d'arbre et écartée le plus loin possible l'une de l'autre. C'est dans cette position qu'ils lui fendirent le corps avec leurs sabres jusqu'à la tête et la séparèrent en deux. D'habitude, un petit peu avant, en 93, quand on a commencé les massacres, les vagins de femmes, on ne les découpait pas à coups de sabre, on les bourrait de poudre et on les faisait exploser. C'était beaucoup plus amusant. Voici à nouveau les archives républicaines, avec une lettre de Morel et Carpentier, deux républicains qui se plaignent au comité de salut public qu'eux-mêmes ne sont pas à l'abri des colonnes infernales. Lettre datée du 24 mars 1794. À Montournai, aux Épaisses et dans d'autres lieux, Amet fait allumer des fours et lorsqu'ils sont bien chauffés, ils y jettent les femmes et les enfants. Nous, on lui avons fait des représentations. Il nous a répondu que c'était ainsi que la République voulait faire cuire son pain. D'abord, on a condamné à ce genre de mort les femmes brigandes. Sous-entendu, les brigandes, ce sont les femmes de Vendéens. Et nous n'avons trop rien dit. Mais aujourd'hui, les cris de ces misérables ont tant diverti les soldats et tureaux qu'ils ont voulu continuer ces plaisirs. Les femelles des royalistes manquant, vous noterez le terme femelle, hein. Femelles. Il s'adresse aux épouses des vrais patriotes. Déjà, à notre connaissance, 23 ont subi cet horrible supplice et elles n'étaient coupables que d'adorer la nation. Nous avons voulu interposer notre autorité, les soldats nous ont menacés du même sort. Nous allons reprendre, si tu veux bien, Patrick, je ne vais pas vous ennuyer toute la soirée. Ah non, mais ça. là, ça permet aussi un peu de bien jeter, j'ai envie de dire, les bases de cette affaire, parce que quand on nous a, tu sais très bien qu'il y a une forme de propagande quand même autour de cette guerre de Vendée, on nous parle vaguement d'un massacre, mais je parle bien vaguement, hein, puisqu'on parle d'une révolte lointaine, on a l'impression de gens qui manifestent dans la rue et puis qu'on réprime un peu ça. Alors là, il s'agit d'actes de barbarie atroces, quoi. Atroces. C'est atroce et ça avait laissé des souvenirs dans la culture populaire, des souvenirs que la République a tout fait pour gommer. Et ça a assez bien fonctionné finalement, puisqu'il y a aujourd'hui assez peu de gens qui ont la mémoire de ces faits. Les deux départements où les choses se sont le mieux transmises, je pense que c'est dans la partie nord du département actuel de Vendée, mais on n'en parle pas trop. Bon, aujourd'hui le tourisme, le Puy du Fou, etc., tout ça, ça a fait que les choses ressortent un petit peu. Moi, où j'ai rencontré les gens qui étaient, les familles où les gens avaient le plus d'intérêt pour cette mémoire-là, c'est le département du Maine-et-Loire, curieusement, où il y a eu énormément d'atrocités aussi, comme dans les trois autres départements concernés, mais où ça s'est le plus, on va dire, transmis de génération en génération et où ça s'est cultivé.
Et voilà, je vous cherchais un petit entrefilet qui concerne le département 85 et je voulais conclure là-dessus. Et comme j'ai mis mes notes tout en désordre, évidemment, oui, voilà. Alors là, c'est le témoignage d'un ancien compagnon du général Vendéen Charette. Ça se passe dans le petit hameau de la Nouette, qui est un petit groupe de fermes. C'est près de Beaufou, donc pour ceux qui ont du mal à situer, si je parle des Lucs-sur-Boulogne, évidemment, et de ses 564 morts, on est dans ce même secteur. Et effectivement, ça aidera à situer sur les cartes. Il parle tout simplement d'une femme pressée par les douleurs de l'accouchement qui était cachée dans une masure près de ce village. Des soldats la trouvèrent, lui coupèrent la langue, lui fendirent le ventre, en enlevèrent l'enfant à la pointe des baïonnettes. On entendait d'un quart de lieue les hurlements de cette malheureuse femme qui était expirante quand on y arriva pour la secourir. Quelle horreur. Tout ça, ce sont les faits de la République. Quoi. Ce sont les faits de la République. Tous ces faits se passent en braillant la Marseillaise, en hurlant la Marseillaise. Et c'est pour ça que cet hymne national, pseudo-national, moi personnellement, je ne l'ai jamais chanté de ma vie et je ne le chanterai jamais. Ce n'est pas pour autant que je cautionne ceux qui vont le siffler ou quoi que ce soit pour d'autres raisons que les miennes. Mais il faut bien reconnaître quand même qu'il y aurait des paroles un petit peu plus douces. Disons que ça passerait peut-être un peu mieux, ça passerait peut-être un peu mieux aussi auprès des nations étrangères, quoi, qui se posent un petit peu la question ce que ces paroles veulent dire. Parce qu'il n'y a quand même pas plus xénophobe et plus raciste que la Marseillaise comme quand on écoute les paroles. Hein. Et d'autant plus que la musique, soi-disant musique originale de la Marseillaise, n'a jamais été de Rouget de Lille, mais c'est une composition qui date de 1781, qui était d'un compositeur italien qui a été complètement plagié. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça c'est tout à fait vérifiable. Par contre, évidemment, l'État français ne va pas trop se vanter de ce plagiat. Bon, après, à moins que Rouget de Lille ait vraiment tombé pile poil sur les mêmes notes que le compositeur italien. Peu de chance. Mais comment on peut, comment cette guerre, on y a mis fin? Parce que je sais que du côté vendéen, les gens essaient de s'organiser. Il y avait, semble-t-il, plusieurs mouvements de résistance. Mais pourquoi les Vendéens, ils ont perdu vraiment cette guerre? Manque d'organisation, pour une raison déjà logique, qui est que la République se renouvelle sans cesse. Elle mobilise des gens, pas forcément qui sont très charmés d'y aller, hein, mais notamment les colonnes infernales d'ailleurs sont composées en majeure partie de volontaires parisiens. Hein. Mais il y a aussi des gens d'un petit peu toutes les régions. Il y a des gens qui sont très contents d'être dans les colonnes infernales, hein, puisqu'on peut piller, on va voler tant qu'on peut. Donc, voler, violer, bon après tout, pourquoi s'en faire? Mais la République se renouvelle en troupes. On tue des soldats républicains, il en arrive d'autres. Tandis que la Vendée a ses limites, ses limites sont le territoire insurgé. On ne peut pas renouveler les hommes qui sont tués ne sont pas remplacés. Et puis comme en plus par-dessus le marché, tout ce qui peut appuyer les combattants, comme leurs propres femmes par exemple, sont systématiquement massacrés. La Vendée finit par s'épuiser d'elle-même. Et puis bon, il y a les amnisties, les amnisties, je ne parle pas encore d'amnistie, mais il y a des traités de paix qui vont se faire en 1795, puis ensuite bien entendu le dernier en 1800, mais la Vendée s'épuise, la Vendée commence à n'avoir plus de vivres, la Vendée, tous les moulins sont détruits. On a du mal à faire de la farine. C'est ce que j'allais dire, il y a une famine aussi un peu. Il y a une famine, bien entendu. Parce que les gens ne peuvent pas se battre et aller au champ. Alors, bien entendu, au début de la guerre, ils retournent à leur champ de temps en temps, quand le combat est fini, hop, on retourne cultiver son champ, etc. Mais bon, 2 jours plus tard, il faut repartir, parce que les républicains, on les a chassés d'un village, ils sont revenus dans un autre, bien entendu. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'appui. Le reste de... Les quelques territoires insurgés qui étaient insurgés en même temps ont été écrasés. L'appui anglais, on ne peut pas trop compter dessus. Donc finalement, la République qui gagne du terrain, quoi. Elle ne gagne pas du terrain
en convainquant les habitants de son bien fondé, mais elle gagne du terrain par les morts. Par la mort. Alors aussi, il y a une petite précision, parce que souvent, moi quand je suis arrivé ici, j'avais aussi ce préjugé d'appeler les habitants de la Vendée les Chouans et la guerre des Chouans. Or, on m'a dit tout de suite, non, 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 les Chouans c'est en Bretagne, ce n'est pas en Vendée. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un peu ça parce Alors, que... donc, on va Parce qu'on dire... appelle ça la guerre des Chouans, bizarrement. Oui, moi-même, quand j'ai débuté, que je m'intéressais aux guerres de Vendée, bon, je commençais à m'intéresser à peu près à l'adolescence. Bon, à l'adolescence, on ne rentre pas trop dans les détails. Et pour moi, je voyais, on vendait dans des boutiques de souvenirs une statuette en bois sculpté. C'était un Vendéen, c'était un Chouan, on ne savait pas trop ce que c'était. Bon, voilà, bon, c'était un combattant avec une faux. Bon. Les Vendéens, le mot vient alors du nom du département où la première grande bataille qui a vraiment inquiété la République s'est livrée. Donc ça s'est passé dans le département de Vendée. Donc la République a décrété d'appeler ce territoire insurgé la Vendée, non plus dans le nom, d'ailleurs après, par la suite, après le passage des colonnes infernales, on changera le nom en département Vengée. D'ailleurs, ça à lire, tous les historiens classiques qui parlent de ce sujet. On dénommera tout le territoire du sud de la Loire insurgé, donc sud Loire-Atlantique, sud Maine-et-Loire, nord de Sèvres et nord Vendée. On appellera ça la Vendée. Et on appellera ça même la Vendée militaire. Certains républicains, d'ailleurs, essayeront de faire revenir la Convention à dire mais il ne faut pas appeler ça les guerres de Vendée, ça n'a rien à voir, c'est les guerres de l'Ouest. Mais on retiendra quand même le mot guerre de Vendée. Au nord de la Loire, il y aura une insurrection et il y aura un petit peu, on va dire, quelques mois après le déclenchement de la guerre de Vendée, il y aura une guerre qu'on va appeler guerre des Chouans. Du nom d'un certain Jean Cottereau qui dirigera une troupe d'insurgés en Mayenne du côté de Laval, qui est surnommé Jean Chouan. Pourquoi Chouan? Parce que c'est la contraction argotique du mot chahuant, parce que ces gens-là avaient été dans le faussonnage sous l'Ancien Régime et avaient pris l'habitude, les faussonniers avaient pris l'habitude de communiquer entre eux pour éviter les gabelous en imitant le cri de la chouette. Alors, qu'est-ce que c'est un faussonnier? Alors, un faussonnier, c'était un trafiquant de sel. D'accord. Un trafiquant de sel. Et il y avait beaucoup de ces anciens faussonniers qui vont rentrer dans l'insurrection contre la République, parce que bon, les histoires de trafic de sel, ça ne les concerne plus vraiment après la République, mais ils vont remployer cette méthode d'imiter le chahuant, la chouette, la nuit notamment, pour communiquer entre eux et pour surprendre les colonnes républicaines. D'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les maquisards, les résistants de cette même région utiliseront la même méthode contre les Allemands. C'est amusant. Et par extension, Jean Cottereau est surnommé Jean Chouan. Tous les hommes qui se battent avec lui sont surnommés les Chouans. Et par extension, les Bretons et même les Normands insurgés seront appelés les Chouans. Donc, pour ce qui est de la première partie de la guerre, donc on va dire les deux premières guerres de Vendée, 1793-14 et puis 1796, on va bien faire la différence entre au sud de la Loire, ce sont les Vendéens, et au nord de la Loire, ce sont les Chouans. Et aujourd'hui, même encore, toi-même, tu t'es fait admonester parce que tu confondais les deux. Par contre, moi, je vais mettre un bémol à ça, parce que lors de la troisième guerre de Vendée, ce qui correspond à la deuxième guerre des Chouans, donc les années 1799-1800, où il y a de nouveaux soulèvements contre le directoire et consulat, eh bien, tout va être dénommé sous le nom de Chouan. Moi, j'ai vu des archives, par exemple les archives de Niort ou dans les Deux-Sèvres, où il y a des troubles qui se passent dans le nord du département fin 1799, où l'administration républicaine écrit clairement, à propos des gens qui sont insurgés, elle emploie clairement le mot Chouan.